Alors, Marie-Odile Rousset est chercheure au CNRS à la Maison de l'Orient à Lyon et elle va nous parler de l'approvisionnement et des remplois en Syrie au Moyen-Âge. Voilà. Bonjour. Donc j'ai changé légèrement le titre que j'avais annoncé pour mettre différents aspects des remplois en Syrie au Moyen-Âge. Bon, c'est une subtilité, mais c'est juste pour... je ne voudrais pas faire une présentation exhaustive de tout ce qu'on connaît des remplois en Syrie au Moyen-Âge, ça nous entraînerait trop loin, mais je voudrais simplement présenter différents éléments, notamment des textes qui mentionnent des activités de remploi de pierre ou d'éléments architecturaux plus complets, des traces archéologiques et des bâtiments dans lesquels on retrouve des éléments de remploi. Alors, le remploi a été étudié par différents chercheurs au Moyen-Orient, notamment les gens qui travaillent, les spécialistes d'archéologie castrale. Et ici, enfin d'archéologie croisée, excusez-moi. Ici, donc, un exemple de remploi d'un élément assez complet, pas uniquement une pierre. Donc, le portail de l'église Sainte-Agnès d'Acre, qui a une portée hautement symbolique. Donc, à l'occasion de la fin de la période des croisades et de la prise d'Acre par les Mamelouks, c'est le portail entier de la cathédrale qui a été démonté, transporté au Caire, où il a été intégré par la suite, un peu plus tard, en 1304. Il a été utilisé comme portail d'un complexe funéraire d'un des plus célèbres sultans mamelouks du Caire. Donc ici, le remploi a une fonction éminemment symbolique et d'affirmation du pouvoir, donc pas uniquement une fonction économique. Le remploi à l'époque médiévale s'effectue souvent au détriment des villes antiques qui sont très abondantes. Alors, un des historiens qui nous renseigne sur cette activité, c'est Guillaume de Tyr, à propos de la construction du château d'Ibelin construit sur les ruines de l'antique Jamnia. Mais on a également les attestations de blocs eux-mêmes qui sont utilisés dans les constructions. Les blocs qu'on retrouve le plus souvent, ce sont les fûts de colonnes qui sont utilisés essentiellement dans les fortifications. Alors, les chercheurs sont interrogés sur la signification de ces utilisations, donc comme renfort à la base des murs et comme renfort anti-sape. On s'appuie pour cela sur un texte, entre autres, d'Ibn al-Fourat, qui a écrit à la fin du XIVe siècle, qui parle du siège de Césarée par Baïbars et qui mentionne l'utilisation dans la construction qui aurait été apportée par Saint-Louis, l'utilisation de fûts de colonnes comme élément anti-sape à la base des murs. Alors, est-ce qu'il s'agit, on considère généralement qu'il s'agit des fûts de colonnes entiers qui sont utilisés en boutisse dans les murs. Mais lorsqu'on y regarde d'un peu plus près, donc c'est le travail qui a été effectué par Cyril Jovicic, entre autres, sur la forteresse de Bosra, on s'aperçoit que certaines des colonnes sont utilisées en boutisse, dans leur longueur, comme ici dans cette tour de Bosra, pour agrafer le parement de cette tour de la fin de l'époque ayoubide qui est venue chemiser une tour plus ancienne, donc, qui avait un parement lisse, donc c'était pour fixer les deux massifs, mais que dans ce même exemple de tour, certaines des colonnes ne sont que des tambours, en fait, ce sont que des éléments de colonnes qui n'ont pas une profondeur qui excède celle des blocs de parement.
donc qui ont la même profondeur que celle des blocs de parement. Alors, dans le développement le plus tardif de cet usage, on va retrouver des pierres de parement qui ont une sculpture ronde qui imite ces fûts de colonne. Il ne s'agit plus du tout de fûts de colonne. Je n'ai pas trouvé d'exemple ici, mais il y en a par exemple à la citadelle d'Alep, où dans ce cas-là, ces éléments ont une fonction essentiellement décorative. D'autres exemples de réutilisation de colonnes, ici à Bosra, dans ces besaces d'angle qui ont été taillées dans les colonnes antiques avec simplement alors là, je ne m'avancerai pas à utiliser un terme de vocabulaire que je ne maîtrise pas. Donc, le tour de la pierre, c'est quoi, le chanfrein, non qui a été taillé, et le reste de la colonne donc, qui est préservé et qui a nécessité la taille du bloc d'à côté en arrondi pour pouvoir s'imbriquer. Un autre exemple beaucoup plus ancien, donc du 7e, 8e siècle, à Bosra, des colonnes qui sont utilisées ici pour faire office de poutres de plafond. On a ici, avec des remplois, une technique locale de couverture qui est utilisée. Dans cette région de basalte, étaient utilisées des poutres en basalte pour couvrir les plafonds. Ici, ce sont des fûts de colonne. Alors, en Syrie du Nord, on a plusieurs textes qui mentionnent, comme ailleurs, des réutilisations de matériaux. Plusieurs historiens, je crois que je les ai mis plus loin, sont essentiellement des chroniqueurs qui, dans leurs récits, font une part relativement importante à la mention des matériaux et des matériaux de remploi qui sont utilisés. Donc, à partir du milieu du XIIIe siècle jusqu'au XVe. Dans ce texte, il est fait mention de l'utilisation de remploi de tours d'une forteresse qui a été érigée par un grand général de l'armée omeyyade, Moslama Ben Abdelmalik, qui avait fait construire un palais à proximité d'Alep. Et donc ce sont une des tours, les matériaux des tours de ce palais qui ont été réutilisés dans la porte de l'ancienne urbaine d'Alep. Les chercheurs qui ont analysé ces textes, on considère traditionnellement que c'est une utilisation autant symbolique que pratique de ces matériaux. Alors, pour les exemples de terrain, on a évidemment des exemples qui proviennent de fouilles, mais je vais vous présenter ce qui est peu commun, je pense, des exemples de remploi qu'on a pu observer en prospection. Dans cette région qui est matérialisée ici par le rectangle rouge, qui correspond à la région qu'on appelle des marges arides de Syrie du Nord, que nous avons prospecté sous la direction de Bernard Geyer, donc entre 1995 et 2010, et dans laquelle nous avons repéré 1035 sites, pour la plupart inédits, avec au moins la moitié des sites qui s'étalent entre le IIe siècle avant et nos jours. Donc aussi une répartition des sites. Une des plus grandes périodes d'occupation, c'est la période qu'on appelle byzantine, donc le 5e, 6e siècle. Ensuite, les sites du début de l'époque islamique continuent à être occupés, mais avec quand même une diminution du peuplement. 125 sites à l'époque omeyyade et 80 à l'époque abbasside. La plus grande ville au sein de cette région, c'est la ville d'Andarin, que vous avez ici en vue aérienne. C'est une ville essentiellement construite en briques crues, mais avec les bâtiments plus importants construits en basalte. Ici, un castron, un bain d'époque byzantine, un bain omeyyade et une grande cathédrale qui était fortifiée, avec un mur d'enceinte en briques crues. Ici, des vues du castron qui était conservé jusqu'au départ des voûtes, qui a été fouillé par une équipe allemande, avec des remplois qui ont été réutilisés dans
l'utilisation tardive du bâtiment, donc, qui ont été utilisés sur les lieux mêmes de leur trouvaille, mais aussi d'autres remplois qui proviennent de ce site ou des 400 autres sites byzantins qu'on a retrouvés sur des sites datés par la céramique de périodes plus tardives. Ici, donc, l'exemple de la résidence omeyyade de Ras Maboumiyal, datée du 7e, 8e siècle par la céramique, et sur laquelle un linteau byzantin portant une inscription a été réutilisé comme linteau sur la porte d'entrée de ce palais, en briques crues. Des éléments évidemment de linteaux en voie de réutilisation ou découpés ont été observés en place, comme ici sur le site d'Andarine. Alors là, on ne peut pas dire s'il s'agit d'une tentative de découpe qui date de l'époque médiévale ou de l'époque contemporaine, parce que les remplois sont continus. Ce linteau devait être très grand, il a été découpé des deux côtés, probablement avant son transport pour faciliter le dit transport. Un autre site sur lequel, qui avait déjà été identifié dans les années 50 et que les gens dataient que les chercheurs Mouter des Poix de Bar dataient de l'époque byzantine sur la foi d'inscription qui y avait été retrouvée, c'est ce camp militaire que nous avons daté par la céramique du IXe siècle, qui est construit pour les parties en pierre, essentiellement avec des blocs de remploi, mais vraiment une grande quantité de remploi. Ici, un linteau byzantin avec l'alpha et l'oméga qui est réutilisé à l'envers. Remploi. Donc, au début, on se demandait si c'était les pierres qui avaient été taillées exprès pour site ou si c'était des remplois. En fait, la présence de remploi est signalée en plus du fait que les blocs soient utilisés à l'envers, par des joints qui sont plus épais que dans les maçonneries qui utilisent ce genre de blocs d'origine. Sur un des grands bâtiments, un linteau remployé qui portait des croix dans les angles qui ont été martelés. Donc, on voit que sur un même site, on a dans un cas des remplois qui portaient des croix, donc des remplois qui ont été faits à l'époque islamique sur un site islamique, sur un site probablement musulman, avec des croix qui ont été conservées et pour un autre bâtiment, des croix qui ont été martelées. Donc la présence de croix n'était pas gênante, forcément, le martelage n'était pas systématique. Le remploi, évidemment, est visible par le fait que ces blocs sont utilisés aussi à l'envers. Un gros bâtiment résidentiel avec des colonnes qui affleurent à la surface et des remplois également de chapiteaux, dont celui-ci, toujours en place sur le sommet de la colonne. Alors, de nombreux blocs qui ne sont pas forcément des blocs de construction, mais qui participent de l'architecture se promènent un peu partout à toutes les époques et sont systématiquement remployés. Par exemple, ces grands bassins, ces auges, ces abreuvoirs. Ici, un autre type de remploi, le remploi de blocs comme stèles funéraires. Donc, sur la plupart des cimetières musulmans, la tombe est signalée simplement par une stèle ou un bloc de pierre un peu plus important à la tête et au pied de la sépulture. Et donc, on a parfois des blocs byzantins comme ça en remploi qui peuvent venir d'assez loin. Bon, un remploi dans son jus, comme dirait notre collègue Gatier. Alors, un autre type de remploi qu'on identifie moins couramment, alors le remploi de pierre, évidemment, est facile à repérer. Le remploi de terre est parfois plus difficile à observer. Ici, sur un site d'un village moderne, les coupoles ont été reconstruites exactement sur l'emplacement des murs d'origine. Ici, ce sont des murs qui datent du 5e, 6e siècle avec le dallage dans la cour. Ce type d'habitat a été repéré dans la région depuis le 2e siècle
avant Jésus-Christ, est toujours utilisé de nos jours. Il s'agit de constructions en coupole de terre crue sur des bases en pierre qui s'organisent, donc qui forment des pièces, qui couvrent des pièces quadrangulaires, carrées en général, qui s'organisent sur un ou plusieurs côtés d'une cour. Ici, on a un autre exemple avec les murs d'origine et une autre pièce qui a été reconstruite au-dessus. Donc, la récupération de terre à briques, bon, c'est facile à mettre en œuvre. Hein. Il suffit de faire un trou, de rebrasser la terre, de la refaire macérer avec de l'eau et puis de mouler les briques avec ce genre de moule en bois et de les faire sécher. Les coupoles sont ensuite construites en posant les briques en encorbellement et en insérant parfois des pierres à l'extérieur, mais pas toujours, qui permettent de grimper jusqu'au sommet de la coupole pour refaire régulièrement les enduits. D'autres éléments qui peuvent se promener et être réutilisés, ce sont les margelles de citerne. Alors, on ne l'a pas observé en tant que tel sur le terrain, parce que quand on a des citernes, on a des margelles en général qui se trouvent donc au niveau de l'embouchure. Elles sont nécessaires pour pouvoir guider la corde, enfin, pouvoir solidifier l'entrée enfin, l'orifice qui permet d'accéder à l'eau. On a fait des comptages, on a étudié plus spécifiquement l'évolution de l'utilisation de la citerne d'eau pluviale sur la longue durée dans le secteur, et en comparant le nombre de citernes utilisées pour chaque période et le nombre de margelles retrouvées sur les différents sites datés, on s'est aperçu qu'il y avait proportionnellement beaucoup plus de margelles sur les sites plus récents que sur les sites plus anciens. Ce qui montre que ces margelles de citernes ont probablement, elles aussi, été réutilisées et qu'on ne taillait pas forcément une margelle pour chaque citerne. S'il y en avait une déjà faite pas très loin, on l'utilisait. Je me suis posé la question aussi du remploi des plaquages de marbre dans les constructions. Au début de l'époque islamique, donc au 7e, 8e siècle, on a pas mal de bâtiments qui ont un caractère assez résidentiel et relativement luxueux pour un secteur semi-désertique. Donc il s'agit de constructions qu'on peut assimiler à ce qu'on se connaît sous le nom de palais du désert en Syrie, avec des domaines agricoles associés. Et donc une décoration luxueuse qui est marquée par la présence, entre autres, de plaquages de marbre. Et là, donc, proportionnellement au nombre de sites, finalement, on n'a pas une trop grande différence entre les fragments de marbre qui sont retrouvés à partir du début de l'époque islamique et par rapport à ceux qui sont utilisés, enfin, qui auraient pu être utilisés à l'époque byzantine. Mais là, on a peut-être un biais dans la mesure où on n'a peut-être pas exactement le même mode d'occupation au début de l'époque islamique qu'à l'époque byzantine. On a une forte diminution du nombre des sites à l'époque omeyyade et on a quand même des sites qui sont avant tout centrés sur les zones d'agriculture irriguée avec des grands domaines. Pareil pour les mosaïques, mais là on peut imaginer que les tesselles de mosaïques ne sont pas récupérées de la même manière que les plaquages de marbre pourraient l'être. Et on a finalement un diagramme qui est assez similaire dans la proportion de tesselles de mosaïque polychromes par rapport en fonction des différentes périodes. Alors, donc, à l'époque médiévale, il y a une intense activité de construction qui est documentée par les textes dans les villes. Il y a les fortifications qui sont construites donc, à l'époque des croisades du côté musulman comme du côté croisé, mais il y a aussi énormément de constructions qui sont faites à l'intérieur des villes, donc fortifications ou constructions d'enceintes urbaines, construction de grands édifices monumentaux, madrasa, donc école coranique, mosquée évidemment, khanka, donc des sortes de couvents, des hôpitaux. Et tout ça fait appel à une quantité de demande, des quantités de matériaux.
Mais il y a aussi toute la construction dans les agglomérations plus petites qui a également besoin de matériaux. Cette activité de récupération de matériaux sur les sites plus anciens est évidente, puisqu'on voit que les constructions d'époque médiévale sont souvent construites en matériaux de remploi, mais les murs qui sont construits avec ces matériaux de remploi font eux aussi l'objet de récupération. Alors ici, j'ai mis en rouge sur plusieurs plans de sites sur lesquels j'ai eu l'occasion de travailler les traces de tranchées de prélèvement de matériaux qu'on a pu observer. Donc ici il s'agit d'une maison du 9e siècle, donc c'est pas loin d'Alep, à 25 km d'Alep. Donc on a, dans ces cas-là, enfin, les murs sont jamais systématiquement récupérés. C'est-à-dire qu'on a des tranchées, parfois assez profondes à certains endroits, et puis on a des restes de murs qui sont conservés, qui permettent de faire le pointillé pour restituer les structures. Alors ici, à Ader, on a pu observer que les éléments qui ont été récupérés dans ces tranchées de récupération étaient à la fois des pierres du mur, des briques cuites et également du concassé qui était utilisé dans les fondations. Fondations qui pouvaient être assez profondes par endroits jusqu'à 1 mètre. On a également récupéré à l'époque médiévale des blocs de mortier qui étaient utilisés dans les constructions du 9e siècle, et on les voit ici utilisés dans les murs ou dans la construction de ce puits. Alors ici, à Mayadine, on avait également des tranchées de récupération qui ont été... Donc Mayadine, c'est une ville au bord de l'Euphrate. Les briques cuites qui étaient utilisées pour les murs, pour les constructions de cet habitat urbain, ont été récupérées pour construire une ville qui s'est étalée au pied de la citadelle, à 4 km de là, au moment des invasions mongoles. Et lorsque cette ville a été abandonnée et qu'on a reconstruit la ville au bord du fleuve au milieu du 19e siècle, les habitants sont venus récupérer de manière assez large les briques cuites qui avaient été déjà une première fois employées dans cette ville-là. Enfin, donc je vais conclure sur cette forteresse qu'on a pu mettre en évidence au sommet de la ville de Kinasrin, qui a été utilisée entre le 6e et le 10e siècle après Jésus-Christ, et pour laquelle on a pu observer seulement dans un angle de la construction des pierres, un angle de mur en pierre taillée. Alors, cette forteresse a complètement disparu. Elle a été les pierres ont été complètement prélevées et il ne reste dans le paysage que la garniture intérieure des murs qui était composée de concassés directement extraits de grandes carrières au sein même de l'espace qui avait été fortifié. Et donc c'est ce qu'on voit ici. On ne voit plus que le tracé de ces murs sous forme de buttes de cailloutis. Et on sait que la ville de Kinasrin, comme la ville de Cyrrhus, a servi de carrière pour la construction de différents bâtiments dans les environs à Alep et dans les environs d'Alep à l'époque aïoubide. Donc je voudrais conclure en disant que finalement on a une intense activité de remploi qui est attestée à l'époque médiévale, mais c'est une activité qui dure dans le temps et qui dure même jusqu'à nos jours, puisqu'ici on voit des blocs de construction qui sont préparés pour construire une maison moderne, et de nouveau ce sont des blocs d'époque byzantine qui ont été achetés par un marchand qui les a récupérés sur un site et qui servent pour faire les fondations. Donc là, on a, dans la recherche, beaucoup insisté sur l'aspect symbolique des réutilisations ou sur les remplois antiques, mais il y a aussi toute une quantité de matériaux qui sont peut-être moins nobles, mais qui sont aussi systématiquement remployés dans les constructions. Merci beaucoup.